Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec moi à Komot, Shahar Feinberg. Ce soir, pour notre première émission de l'année 2021, et donc la première émission de cette nouvelle décennie, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Asaf Urieli, chercheur en linguistique informatique à l'Université de Toulouse Le Mirail, mais aussi auteur d'un livre d'énigmes, entre autres, musicien et polyglotte. Bonsoir Asaf. Bonsoir Shahar. Et sous le signe de cette nouvelle décennie, une émission donc sur le croisement entre le yiddish et la technologie. Car entre tout ce qu'il fait, Asaf a trouvé le temps de développer et d'implémenter le logiciel qui permet la ossérisation du catalogue entier du Yiddish Book Center aux États-Unis. On va en parler, mais avant de demander à Asaf de nous décrire ce projet, je peux vous dire d'abord ce que cela signifie pour une personne comme moi qui consulte régulièrement de tels catalogues. Normalement, avec une bibliothèque numérisée, on accède au site, on cherche l'œuvre qui nous concerne, puis on ouvre une copie scannée de celle-ci, et ensuite, si on cherche un passage en particulier, et d'autant plus si on cherche un mot spécifique, on lit l'œuvre avec ses propres yeux. Mais l'ossérisation, ce que ça permet, c'est que dans les quelques 40 000 livres numérisés du catalogue du Yiddish Book Center, je peux taper dans un moteur de recherche un ou des mots-clés et puis voir tous les livres, toutes les pages, toutes les phrases où ces mots se trouvent. Autrement dit, Asaf a rendu la bibliothèque Yiddish entièrement cherchable en un clic. Est-ce que c'est une description correcte, Asaf? Oui, c'est correct. On pourra parler plus de l'OCR tout à l'heure, mais dans les grandes lignes, c'est exactement ça, oui. L'idée, c'était de pouvoir chercher dans ce corpus, chercher soit des mots, soit des phrases, et avec différentes variantes possibles dans ce corpus pour le rendre plus accessible, ne pas devoir lire tous les livres du corpus pour trouver des réponses à certaines questions de recherche. Alors, commençons peut-être pour comprendre d'où venait l'idée même d'ossériser un corpus, et comment est-ce que ça vous est arrivé à l'esprit, et puis qu'est-ce que ça veut dire cette technologie en fait, de quoi s'agit-il pour les non-initiés comme moi? Alors, déjà, d'où est venue l'idée? Alors, à l'âge peut-être de 30 ans à peu près, je me suis rendu compte, c'est dû venir petit à petit, tout d'un coup je me suis rendu compte que mes ancêtres parlaient le yiddish. Ça a mis du temps. Les raisons sont multiples, pour lesquelles je ne le savais pas. La première, ou je ne le savais pas vraiment, peut-être je le savais un petit peu, mais pas vraiment. La première, c'était que mes grands-parents, je les entendais surtout parler russe à la maison, mes grands-parents maternels. Et une autre raison, c'est que mon enfance, je l'ai passée d'abord en Afrique du Sud, mais après en Israël. Et en Israël, on n'entendait pratiquement pas le yiddish dans le cercle où moi je vivais. Et le yiddish, quand on parlait, c'était plutôt pour faire des blagues. C'était pas sérieux, c'était pas pris au sérieux. Il y avait un peu un renoncement de ce passé yiddish. Et donc, je l'ai découvert petit à petit. Et un jour, je sais pas comment exactement, mais je l'ai compris. Et j'ai parlé à mes parents, qui eux aussi, à ce moment-là, avaient envie de réapprendre le yiddish. Pourquoi je dis réapprendre? Parce que eux-mêmes, ils vivaient petits avec des grands-parents yiddishophones, et donc ils parlaient le yiddish avec leurs grands-parents, chacun de son côté. Ils parlaient yiddish et le comprenaient, mais un yiddish qui parle un enfant. C'était pas une langue développée, et donc un peu à la même période, on a décidé avec mes parents moi d'apprendre pour la première fois et eux de réapprendre le yiddish. Et je me suis mis du coup à l'étudier
comme je vis dans une petite ville au sud de la France, loin de tout, dans les Pyrénées, il n'y avait pas vraiment les occasions pour l'apprendre dans une salle de classe. Et ça courait pas les rues, on ne les trouvait pas. Du coup, il fallait que je l'apprenne avec des méthodes et avec des dictionnaires, etc. C'était assez ardu, mais j'étais passionné de ça. Et comme je parlais déjà l'hébreu, heureusement, l'alphabet, c'était pas un problème. Donc là, on commence par le yiddish. Mais après, pourquoi l'OCR? Assez vite, en cherchant des œuvres en yiddish qui m'intéressaient, je suis tombé sur la collection, le corpus du coup de Yiddish Book Center à Massachusetts. Cette collection que beaucoup de gens qui s'intéressent à la langue yiddish ils la trouvent parce qu'elle se trouve, ils ont téléchargé tous ces milliers de livres scannés sur un site qui s'appelle, au départ c'était sur le Internet Archive, maintenant je crois qu'ils l'ont en interne. Mais c'était toujours disponible gratuitement et donc en fait énormément de livres en yiddish qu'on pouvait télécharger gratuitement. Mm-hmm. Bon, il y avait aussi le choix de les imprimer, de les faire imprimer. Bon, ça coûte un peu d'argent ça, mais si on veut les télécharger, c'était gratuit. Donc j'ai commencé à découvrir différents livres en yiddish grâce à ces corpus. Et là, juste pour vous arrêter un moment, là, il s'agit de quelle année à peu près? Alors, c'est une très bonne question, mais on doit être dans les débuts des années 2000, par là. Mm-hmm. C'est bien après que l'OCR, je le connaissais, alors je vais déjà peut-être décrire ce que c'est plus précisément. Oui. Quand on scanne un livre, en fait, c'est même scanner, c'est beaucoup dire. Si on visite un jour, je le recommande vivement, c'est très intéressant de visiter le Yiddish Book Center aux États-Unis. C'est vraiment magnifique l'espace qu'ils ont construit, un espace un peu à la fois muséographique et il y a aussi des cours, etc. Il y a leur fond là-bas. Et dans cet espace, on peut aussi voir comment ils font pour scanner ces livres. Ils ne les scannent pas, en fait, ils les photographient parce que si on prend un vieux livre, on le met à plat sur un scanner, ben déjà, les lettres qui sont près des marges peuvent être un peu tournées, c'est-à-dire que ça se fera pas une ligne droite. Si on l'écrase un peu pour que ça devienne droit, on peut abîmer le livre. Et du coup, en fait, il le laisse légèrement remonter des deux côtés, comme on ferait quand on ouvre un livre naturellement, quand on lit un livre naturellement. Et ils ont deux appareils photo de chaque côté qui prennent les photos de ces livres de façon à ce que la photo soit vraiment bien droite, bien alignée de tous les côtés. Et donc, ce sont ces livres-là, en fait, ce qu'on a sur le site du Yiddish Book Center, ce sont des photographies, des photos certainement des millions de pages, peut-être pas tout à fait, mais c'est sûr, des centaines de milliers, c'est sûr, de pages qui ont été photographiées et tournées, de nouveau, donc tous ces livres-là, voilà, on a ces pages photographiées. Par contre, un ordinateur, alors quand on cherche quelque chose sur Google par exemple, on cherche un mot-clé, peu importe lequel, c'est assez facile pour l'ordinateur, pour le serveur de chercher quand au départ on a du texte. Mais ces images de livres, c'est des images, ce ne sont pas de texte. Ça aurait pu être une photo d'un chien, ça aurait pu être une photo d'autre chose. Là, c'est une photo d'une page de livre, mais ce n'est pas du texte. Alors l'OCR, ça fait quoi? Ça transforme pas. En fait, ça analyse l'image pour rajouter ce qu'on appelle une couche OCR, c'est une couche de texte qui dit à chaque endroit dans l'image, voilà le mot que j'ai trouvé. Ici, c'est le mot Sholem, ici, c'est le mot Aleichem, etc.
Donc, il essaie de reconnaître les mots qui sont dans la page. Donc, si j'ai bien compris, l'OCR à la base, c'est une technique qui va superposer des mots en texte sur ces images et essayer de rendre donc l'image, de comprendre l'image et puis le rendre en un texte. Exactement, oui. Oui, tout à fait, oui. Et à ce moment-là, une fois qu'on a les textes, ben là vient le travail, par exemple, d'un moteur de recherche. C'est-à-dire après on peut indexer ce texte. Ça ressemble à l'index à la fin d'un livre. C'est-à-dire qu'il y a l'index construit juste plein de mots. Et pour chaque mot, il dit l'emplacement exact de ce mot à l'intérieur du livre. Donc on indexe le texte. Après, quand on rentre le mot, ben, il va le chercher dans le livre. Ou bien si on rentre une phrase de plusieurs mots, il va chercher les endroits dans le livre où cette phrase, elle existe. Avant la question de l'indexation et la recherche, comment est-ce que, peut-être que vous pouvez nous expliquer, comment est-ce que la machine apprend à reconnaître les lettres et les mots qui sont des images? En fait, comment est-ce que vous entraînez la machine? Donc, je vais l'expliquer. Peut-être, justement, je vais revenir à la démarche que j'ai faite pour moi. Parce qu'en fait, comme je dis, je connaissais ce corpus. Parfois, à un moment donné, j'avais envie de voir est-ce qu'il y avait des livres qui concernaient la ville où est née ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, elle est née dans une ville qui s'appelle Chavel, en yiddish, en russe Chavli. Je crois qu'en lituanien c'est Šiauliai, c'est en Lituanie, une ville en Lituanie. Donc je voulais trouver les différents textes, les différents livres qui concernaient cette ville de Chavel. Et évidemment, c'était impossible, sauf si je tombais sur un livre dont le Chavel était dans le titre. Je ne pouvais pas le savoir que cette ville était à l'intérieur du livre. Donc, je décidais, voilà, ce sera très intéressant, du coup, de pouvoir chercher dans ces livres. Alors, au départ, j'ai fait un peu de recherche sur le moteur d'OCR existant et les moteurs, disons, les logiciels d'OCR existants. Il y a un outil commercial qui domine le marché qui s'appelle Abby FineReader. Il fait un travail, je parlais avec des gens, ils m'ont dit oui, il fait un travail assez médiocre pour le yiddish. Il y avait aussi des outils, moi je m'intéresse beaucoup aux logiciels libres. Je suis informaticien et je travaille beaucoup avec les logiciels libres, j'en écris aussi et je contribue aussi à des projets de logiciels libres. Et là, il existait des outils, mais de la même façon, ils ne faisaient pas un très bon travail pour le yiddish, où ils n'avaient pas de modèles pour le yiddish, pour l'hébreu. Et comme j'avais décidé à ce moment-là de ma vie, c'était précisément en 2009, je travaillais depuis, j'étais revenu en France depuis quelques années. Je travaillais comme j'avais ma propre entreprise donc d'informatique, c'était moi en fait comme travailleur indépendant on peut dire, qui s'appelle Joliciel Informatique. Donc c'est Joliciel, c'était mon entreprise et moi je faisais surtout des sites web pour des grands en fait des comptes je travaillais parfois pour les banques, parfois pour les boîtes de télécommunications. C'était un travail pas très intéressant, des sites web avec des bases de données par exemple pour commander un réseau de télécommunications. Bon, ça m'ennuie un peu et j'ai décidé un jour parce que je m'intéressais beaucoup aux langues aussi, depuis toujours, j'avais entendu un peu parler de ce qu'on appelle en français le traitement automatique des langues. En anglais, on peut l'appeler Natural Language Processing ou bien Computational Linguistics. La linguistique computationnelle. Bon, j'avais entendu parler et je me disais pourquoi pas revenir
à l'université faire des études, faire un doctorat. Faire un doctorat, justement, en TAL, en traitement automatique des langues, parce que, bon, voilà, j'avais envie. Et donc, je me suis rapproché d'un laboratoire à Toulouse, parce que j'habitais pas trop loin. Et je leur ai parlé de mon idée. Je dis, moi, je suis ingénieur en informatique. C'était un laboratoire de linguistique. Et bon, ma candidature, bon, j'avais déjà un master, j'avais les prérequis pour faire un doctorat. J'étais ingénieur, ça les intéressait beaucoup de travailler avec un ingénieur qui pouvait écrire des logiciels robustes. Bon, finalement, le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas les financer. Donc, il fallait que je continue à travailler, mon entreprise que je continue à travailler et que je fasse ce doctorat à temps partiel. Ce que j'ai fait. Donc, le Yiddish vous a poussé à faire un doctorat sans argent. Alors, c'est pas le Yiddish finalement, parce que je n'ai pas fait le doctorat directement sur le Yiddish, on va y revenir. Le Yiddish, le laboratoire n'avait pas de compétences, il n'y avait personne qui avait des compétences en Yiddish. Et moi, à l'époque, je le parlais, le lisais encore beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Mais c'était mon intérêt pour les langues. J'avais envie de transformer ma vie professionnelle, de travailler plus avec les langues en général, pas uniquement avec le Yiddish, mais aussi avec le Yiddish. Et donc oui, entre autres, on peut dire que le Yiddish m'a poussé à faire un doctorat non financé. Et en France, c'est assez rare de faire un doctorat. C'est-à-dire qu'un doctorat financé, je crois qu'on doit avoir moins de 28 ans. Moi, j'avais déjà plus que 28 ans, bien plus. Et donc, de toute façon, ça aurait été impossible de les financer avec le système français qui n'encourage pas trop les gens à revenir faire des études plus tard, malheureusement. Et donc, pourtant, je peux vous dire que les élèves qui reviennent à ça plus tard, ils sont très motivés. C'est ceux qui sont le plus motivés parce qu'ils savent pourquoi ils y sont. Ils savent qu'ils font ces études parce que vraiment ils veulent transformer leur vie en quelque chose d'autre, c'est-à-dire apporter un composant recherche dans leur vie. C'est la recherche qui est intéressante finalement. Donc voilà, le doctorat, c'était pas sur l'Yiddish. Finalement, c'est qu'on a décidé avec le laboratoire. Eux, ils avaient besoin à ce moment-là d'un analyseur de syntaxe automatique du français. Et moi, je proposais du coup, pendant mon doctorat, de développer un analyseur de syntaxe en logiciel libre qu'ils puissent utiliser comme ils veulent pour la recherche et qu'on travaille là-dessus ensemble. Moi, j'ai mené mes compétences d'ingénieur, eux, les compétences de linguiste, on les travaille ensemble sur cet analyseur de syntaxe. Mais l'idée, c'était de faire un analyseur de syntaxe qui utilise des techniques qu'on appelle d'apprentissage automatique. D'abord, si je peux interrompre, est-ce que vous pouvez en 2 mots décrire qu'est-ce que c'est qu'un analyseur de syntaxe automatique? Oui, alors, analyseur de syntaxe, c'est en fait, on prend une phrase et on essaie de chercher automatiquement le lien entre les mots. Par exemple, on cherche quel est le verbe qui gouverne la phrase. Si la phrase est « je mange une pomme », on voit « mange », c'est la racine de la phrase, « je », c'est le sujet, « pomme », c'est l'objet, et une, ça modifie pomme, ça dit que c'est une pomme. Donc, en fait, on cherche des liens entre les mots. Ça, c'est un exemple très simple, mais on peut évidemment les phrases de Proust, par exemple, sont bien plus complexes à analyser. Donc, en gros, donner à la machine des phrases d'un langage humain et demander à ce qu'elle identifie les différentes composantes syntaxiques de la phrase. Exactement, oui. C'est une étape préliminaire, c'est pas tellement la sémantique, mais c'est une étape préliminaire pour ajouter un peu d'intelligence à la machine, pour qu'elle comprenne mieux ce que cette phrase représente. Alors tout à l'heure je dis apprentissage automatique, je n'ai pas dit intelligence artificielle parce qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé mon doctorat, l'intelligence artificielle n'était pas tellement à la mode.
c'est revenu à la mode quelques années plus tard. Parce que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, les réseaux de neurones artificiels. Et à l'époque, c'était pas les méthodes qu'on utilisait. Donc, bon, c'était l'apprentissage automatique. Est-ce que je peux oui. vous demander un peu de, comment dire en français, du foreshadowing pour la suite? Est-ce que vous avez utilisé le réseau neuronal pour l'OCR? Alors ça, la réponse oui, c'est-à-dire que la réponse est oui, mais on est en train de le faire. C'est-à-dire que quand je dis on, ça veut dire moi avec le Yiddish Book Center. On est en train de réécrire une nouvelle version de Joker qui est basée uniquement sur des réseaux neuronaux, donc sur l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore prêt. Mais justement, c'est en cours. Ça, je m'en réjouis juste d'avoir eu cette nouvelle. Ça c'est incroyable. Oui, j'en parlerai tout à l'heure de ce qu'on fait maintenant. Mais pour revenir donc juste à l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle en anglais machine learning, finalement, ça veut dire qu'un être humain, il doit annoter, c'est-à-dire qu'il doit dire voilà, j'ai une photographie d'une page de livre, et voilà, il va écrire le texte qu'il y a dedans. Et à partir de ça, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il ne doit pas uniquement écrire le texte, il doit montrer où se trouve le texte. C'est-à-dire qu'il doit dire ce mot-là, cette image-là, ça vaut ce mot-là, etc. Bon, c'est l'annotation. Et une fois qu'on a cette annotation, donc il faut déjà un logiciel d'annotation pour pouvoir bien annoter. Après, on écrit la partie qui apprend à partir de cela, qui apprend à faire des annotations similaires, des annotations semblables. Donc, étant donné donc une page, pareil, le logiciel va essayer d'imiter l'être humain, d'apprendre de l'apprentissage automatique, d'apprendre à partir. On appelle ça en fait l'apprentissage automatique supervisé, parce qu'on apprend à partir de ce qu'a déjà fait un être humain. Donc, supervisé. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cet apprentissage, par exemple avec l'OCR de Yiddish Book Center? Comment est-ce qu'on entraîne le logiciel? Alors finalement, j'écris d'abord donc j'ai programmé un site web où on chargeait des pages. Alors mon logiciel automatiquement il cherchait de trouver dans la page déjà l'orientation de la page, est-ce que c'était droit ou penché un peu à droite, penché un peu à gauche. Après, il fallait qu'il sorte les colonnes, les paragraphes, les lignes, les mots et les lettres. Il fallait qu'il les trouve. Et une fois qu'il a trouvé tout ça, il demande à l'être humain d'écrire pour chaque ligne quels sont les mots qu'il a trouvés dans cette ligne. Alors, ce travail-là, au départ, je l'ai fait tout seul. C'est-à-dire, j'écris le logiciel et j'ai fait la notation tout seul. Je l'ai fait tout seul et jusqu'à ce que j'avais donc annoté une 60aine de pages. Et à ce moment-là, je décidais, je vais tenter. Alors, pour revenir au doctorat, j'ai fait tout ça parce que pour le doctorat, il fallait que je maîtrise les techniques d'apprentissage automatique. Et c'était un petit projet, quelque chose qui me passionnait moi. Moi, je voulais pouvoir chercher un livre en yiddish. Je disais, l'été avant le doctorat, je vais m'y mettre. Je vais essayer de faire ce logiciel d'OCR pendant l'été. En réalité, ça m'a pris bien plus que cet été. J'ai commencé cet été-là, mais j'ai continué pendant les quelques années de mon doctorat, quand j'avais un peu de temps à droite à gauche, de travailler sur ce logiciel. Et qui est devenu Joker. Alors pourquoi Joker? C'est de l'anglais pour... je l'écrivais en Java. Donc le J c'est Java Optical Character Recognition. C'est Joker. Donc c'était la première version, et en fait la version qui reste encore la version qui est utilisée maintenant pour l'analyse des livres en yiddish.
Ça, c'est donc l'algorithme de base Joker qui est utilisé pour l'analyse des livres de Yiddish. Voilà, oui. Et donc, dans cet algorithme, il fallait que, une fois de façon un peu ad hoc, parce que je n'avais pas beaucoup de compétences avant dans l'analyse, le traitement d'images, donc il fallait que j'apprenne plein de choses, que je cherche. Heureusement qu'à l'âge des logiciels libres, on peut trouver facilement des exemples de choses que d'autres personnes ont fait. Et donc, j'ai appris un peu le traitement d'images. Il fallait que j'apprenne aussi un peu la statistique pour pouvoir donc déjà segmenter la page en paragraphes, lignes, etc. Et une fois que j'avais les lettres, il fallait que chaque lettre, je l'analyse. Donc, comment je l'analysais, il fallait que je transforme cette image en anglais, on appelle ça feature. En français, peut-être des traits. Beaucoup de Français dans le métier disent feature aussi. Voilà, il fallait dire que cette image, peut-être on le transforme en grille, par exemple. On dit que on transforme en grille de 5 par 5. Et par exemple, en haut à gauche, c'est assez clair. Après, en haut à droite, c'est plus foncé, etc. Donc, voilà, on transforme cette image en des informations un peu plus synthétiques. Mm-hmm. Et ces informations-là, après, on les fait rentrer dans le système d'apprentissage. À l'époque, j'utilisais pas de réseaux neuronaux, mais d'autres systèmes d'apprentissage. Et lui, en fait, c'est un peu une boîte noire. La mathématique, en général, elle est assez accessible d'un certain point de vue, mais il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur que la complexité, même si chaque petite opération mathématique elle est simple, la complexité de cet outil qui essaie d'apprendre est énorme. Mm-hmm. Et c'est encore bien pire avec les réseaux neuronaux. C'est-à-dire qu'on les comprend très mal. On comprend très mal comment ça fonctionne. On peut dire pour chaque petite étape exactement ce qu'il fait, mais très peu de personnes, moi certainement non, c'est-à-dire très peu de personnes peuvent vraiment expliquer comment ça marche. Donc finalement, je réutilise des outils qui ont été développés par d'autres personnes, je les adapte. Quand je dis des outils, je parle des outils de base, les différents outils d'apprentissage. Je les utilise, je les adapte et j'adapte un problème à ces outils. Donc, quand vous dites que c'est impossible ou très difficile de comprendre que fait l'algorithme, vous voulez dire par là que on peut lancer le programme et puis donner des règles à un logiciel, à un algorithme, et ensuite le lancer sur un chemin. Mais comment le programme arrive à ces résultats, ça, on ne peut pas suivre, entre guillemets, le raisonnement? Exactement, oui. Le raisonnement est impossible à suivre. Par contre, ce qui est beau avec l'apprentissage, c'est qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de suivre le raisonnement. Tout ce qu'on doit faire, c'est lui donner des informations utiles pour résoudre ces problèmes. C'est que ça, c'est à nous, surtout à l'époque, c'était à nous de trouver quelles informations sont utiles. Par exemple, ce qui est très drôle pour le yiddish, à l'époque, je le ferai plus maintenant, mais à l'époque, pour différencier un daled d'un reish, la lettre daled et reish, ben, ils sont assez proches finalement. Et haut à droite du daled, il y a, bon, je sais pas comment on l'appelle, un petit tchoupchik. Il y a un petit... Voilà. Je crois que ça, c'est le terme technique. Un petit tchoupchik à droite du daled, et il fallait que j'écrive. Donc moi, à l'époque, bon, j'ai analysé l'image pour dire est-ce que oui ou non, il y a quelque chose qui ressemble à un tchoupchik en haut à droite pour différencier le daled du reish. Il y a d'autres lettres aussi qui sont assez proches et il fallait trouver des façons de les différencier. Donc ça, et puis aussi, oui. Et puis aussi, il y a les différentes polices, n'est-ce pas, qu'on trouve dans les livres. Parce qu'un dalet, ça peut s'écrire de plusieurs façons dans le livre yiddish. Tout à fait. Alors, on parle quand même d'un corpus qui est historique. Donc, la majorité des livres de ce corpus date de, je dirais, entre 1880 et 1950. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour moi parce que les polices sont pas trop fantaisistes. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, il y a deux polices principalement.
Il y a la police qui ressemble plutôt à ce qu'on appelle serif, c'est-à-dire un peu un Times, mais en hébreu. C'est la police la plus courante en hébreu. Et puis il y a un autre qui est utilisé un peu pour les introductions ou parfois à la place de l'italique, parce que l'italique s'utilisait très peu. Donc on utilise un autre police qui ressemblait plus à un sans serif, un peu on peut dire. Et donc voilà, il y avait plus ou moins deux polices. Plus dans la poésie, on trouvait parfois des polices plus décoratives, mais qui ressemblaient finalement à police Times un peu de base, mais plus décorative, plus enjolivée, les chines avec vraiment des jolies formes qui s'approchent plus de la calligraphie, tout en étant une police imprimée. Donc, je suis pas du tout expert dans la typographie yiddish. Je suis sûr qu'un expert pourra me dire non, il y a beaucoup plus de variantes et surtout quand on remonte aussi évidemment, quand on remonte beaucoup plus loin, il y a d'autres polices qui étaient utilisées dans le yiddish, le Weiberteitsch, etc., qui sont bien différentes, qui ressemblent absolument pas à la police qui est utilisée actuellement pour l'hébreu moderne, par exemple. Mais à l'époque, la grande majorité de ces corpus, c'est assez limité au niveau police. Alors, vous avez évoqué donc l'étendue dans le temps de ce corpus qui existe en ligne chez le Yiddish Book Center. Peut-être qu'on peut, à ce moment-là dans la conversation, s'arrêter pour un moment pour que je puisse donner un exemple aux auditeurs de la puissance de votre logiciel. L'autre jour, en fait, j'étais en train de regarder dans un texte du poète Lutzki et je cherchais, il y a un poème à lui qui apparaît dans un livre publié dans les années 50, mais je crois que le poème apparaît bien plus tôt. Un vers dans un poème qui dit Ich bin Welt der größte Chassid. Welt der größte Chassid, je suis le plus grand chassid ou disciple de monde. Pas du monde, mais de monde. Il dit Welt sans l'article. Normalement, dit Welt, il devrait dire Die Welt größte Chassid. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est un lutzicisme ou bien est-ce que ça existe ailleurs? Et du coup, je vais dans le moteur de recherche sur le Yiddish Book Center et je tape Welt avec l'apostrophe, Welt avec apostrophe Samech. Ensuite, j'ai tous les résultats trouvés entre les années 1899 et 1990. J'ai 320 livres dans lesquels apparaît cette forme Welt. Alors, est-ce qu'il s'agit de Welt avec article ou sans article? Alors, je suis sûr qu'il y a un moyen automatique pour raffiner la recherche, mais là, justement, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir voir dans combien d'œuvres c'est article plus Welt et ailleurs, où est-ce que cette forme apparaît telle qu'elle. Et je vois que la première apparition dans le corpus, c'est chez Maurice Rosenfeld en 1910, dans un poème qui s'appelle Judenstadt. Ensuite, on voit Welt dans cette forme 2 ans plus tard chez le même poète. Et ensuite, petite pause, la forme réapparaît en 1919, ensuite 26, et puis encore en 27. Donc, quelques fois dans l'espace de presque 2 décennies. Ensuite, Moïse Nadir, en 1931, écrit une satire où apparaît cette forme aussi. Il y a une reine, une Königin, qui dit « Hobrachmon ist König », soit « Ayez pitié, roi », « Host Welts Oderen geschlagen schon genug, ich sel verblutigt ». Les aigles de monde m'ont déjà frappé assez, je suis plein de sang. Et à partir de là, à partir de 31, cette forme commence à apparaître d'abord chez Lutzki, en 32, dans son poème Bereishis, mais dans les années 30, des tas de poètes commencent, surtout des poètes, c'est une forme, c'est un poétisme qui se développe, commencent à employer la forme. Et, je peux vous en citer au moins un, c'est la traduction de Avram Eisen de Shakespeare, apparu là en 44, où il traduit les sonnettes de Shakespeare et la sonnette 69. Les 2 premières lignes, dans l'anglais, j'ai vérifié, il s'agit de The World, mais en yiddish, ça donne Der Teil von dir, was geht Welt euch vorbei, kein Herzes Gedank nicht besser machen gor, die Zung, die Stimm von sel dient dir getrei, und euch, dein Feind, geht zu die reine Wor.
ce qui donne dans la traduction française de Victor Hugo, « Ce que les yeux du monde voient de toi n'a rien que la pensée intime puisse réformer. Toutes les langues qui sont voix de l'âme te rendent cet hommage forcé à la vérité par l'aveu même de tes ennemis. » Alors, on trouve aussi des traductions de Shakespeare juste en yiddish, juste en cherchant un mot. Enfin voilà, et bref, ensuite il y a une réapparition dans les années 50. Tout cela pour dire que, voilà, avec c'est une simple question à poser, mais pour en avoir une telle réponse, c'est presque inimaginable. Enfin, j'aurais mis une décennie au moins pour dresser cette liste sans algorithme. C'est vraiment, c'est d'une puissance extraordinaire ce que vous avez fait. Alors, je suis très très content. Vraiment, je suis ravi d'entendre que l'outil que j'ai développé peut être utile à beaucoup de gens. Voilà, c'est vraiment pour moi, ça me donne énormément de satisfaction de savoir que j'ai pu développer quelque chose qui est utile pour les autres et quelque chose qui me passionne aussi. C'est intéressant parce que justement, quand vous étiez en train de parler, j'ai pris du coup, parce que j'ai une petite bibliothèque à côté de moi, sur laquelle se trouvait justement une traduction des sonnets de Shakespeare en yiddish, et j'ai ouvert vers le sonnet numéro 69, mais c'est pas le même traducteur. C'est alors B. Lapine, je sais pas qui c'est, Berle Lapine, en 1952. Mais il utilise la même forme. Die Teilen deine was Welts oig seizet. Bon, après, la traduction, elle est différente, mais je retrouve la forme. Du coup, la même forme, en effet. Ça, c'est passionnant. En plus, parce que, à mon avis, ce qui a dû se passer avec là, c'est que ce soit l'influence de Nadir ou pas, cette forme de Welt personnifiée a plu au poète. Tout d'un coup, ils se disent, ah tiens, on peut faire ça. Ensuite, la liste que j'ai dressée, elle est loin d'être exhaustive, parce que, comme vous avez dit, il s'agit d'un corpus. Après, la question sera de remonter dans le temps et voir si peut-être ça existe ailleurs, et avant, et dans d'autres contextes. Mais en tout cas, ça nous donne un aperçu sur ce corpus qui concerne aussi l'une des périodes les plus intéressantes de la langue yiddish, à mon avis, enfin la modernité. Ah ben c'est sûr, oui. C'est une période vraiment fascinante. Entre autres, bon là, je suis pas du tout expert, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à cette période-là que les Juifs, ils commençaient à s'ouvrir vers le monde en dehors le monde extérieur. Il y avait vraiment et c'était poussé par les auteurs, par les grands auteurs yiddish. Ils cherchaient justement à présenter ce monde à la fois parfois en se moquant gentiment, comme Sholem Aleichem, des gens qui l'entouraient, de leurs habitudes, mais en montrant du coup, c'est vraiment une période d'une rencontre entre le monde traditionnel juif et le monde extérieur. Et c'est justement, c'est très très riche au niveau littéraire. Et ça permet aussi à nous qui venons parfois, pour moi au moins, de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis né dans une famille où, bon, on fêtait les fêtes juives, mais je n'ai pas une éducation religieuse. Donc, voilà, de pouvoir, pour moi, c'est quand même une littérature qui est accessible. C'est pas comme bon, il y a aussi Yiddish plein d'œuvres qui pour moi seraient beaucoup moins accessibles, les livres des différents rebbes, etc. Les livres religieux ou des livres ou des lévis des rabbins, des choses comme ça qui pour moi sont moins accessibles. Par contre, cette période-là, c'est à cheval entre deux mondes et ça permet à nous qui venons du monde moderne souvent, très assimilés, de retrouver, de pouvoir se plonger dans ce monde qui découvrait tout juste l'assimilation, et il y avait beaucoup de tensions entre le monde, entre la tradition et l'assimilation. C'est vraiment fascinant. Tout à fait. Alors peut-être dans le temps qui nous reste, est-ce qu'on pourrait parler de la suite? Donc vous avez déjà évoqué ce qui nous attend prochainement, j'espère, avec les réseaux neuronaux.
Mais quelles autres applications pour de tels logiciels? Je sais qu'aussi en France, il y a du travail sur le traitement automatique des textes manuscrits, le Kraken, par exemple. Je ne sais pas si vous la connaissez sans doute, mais ce que vous en pensez. Mais ensuite aussi, j'ai lu dans un autre entretien avec vous la possibilité aussi d'étendre ce que vous avez créé pour des corpus en hébreu, puisque au final, c'est plus ou moins le même alphabet, n'est-ce pas? Oui, alors bon, je vais expliquer plusieurs choses. Déjà, en parlant du corpus actuel du Yiddish Book Center, vous avez dit oui, c'est incroyable de pouvoir chercher dans un corpus énorme en si peu de temps, mais il y a beaucoup d'erreurs d'Auxerre. C'est-à-dire que la version que j'ai écrite finalement, que j'ai finie en 2012, quand je l'ai présentée à Yiddish Book Center, la qualité peut-être s'est un peu améliorée depuis, mais pas énormément. J'ai travaillé beaucoup plus sur d'autres choses, sur le moteur de recherche justement qui n'existait pas encore à l'époque, sur plein de questions linguistiques annexes qui permettent de faire une recherche beaucoup plus puissante, mais pas sur la qualité de l'OCR même. Donc déjà, la première chose qui est vraiment nécessaire, ce sera d'améliorer la qualité de l'OCR actuel, c'est-à-dire de donner un OCR de bien meilleure qualité, surtout. Alors, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui fait très mal. Il a des problèmes déjà avec la segmentation. La segmentation d'une page, donc comme je dis tout à l'heure, en colonne, en paragraphe, en ligne, en mots, en lettres. Là, je n'ai pas utilisé les méthodes d'apprentissage, c'était, comme j'avais dit, des méthodes ad hoc, et qui finalement sont très difficiles à améliorer. La magie de l'apprentissage, en fait, c'est que le problème avec les méthodes ad hoc, c'est que je peux avoir quelque chose qui fonctionne très très bien pour un certain type de livre, et si après j'essaie de les corriger parce que ça ne fonctionne pas bien pour un autre livre, je peux le casser pour le premier livre. Et la magie de l'apprentissage, c'est qu'en fait, petit à petit, je rajoute des œuvres annotées à mon corpus annoté, et il ne peut que plus ou moins, il ne peut que s'améliorer. C'est-à-dire qu'il apprend, une fois qu'on a rajouté quelque chose de nouveau, il prend en compte à la fois l'ancien et le nouveau. Et du coup, les résultats, c'est pas parce qu'il a quelque chose de nouveau ça va casser pour l'ancien. Et du coup, c'est ce qui facilite énormément le travail la construction d'un logiciel très complexe au niveau d'apprentissage. En fait, c'est la construction de corpus, des entrées et des sorties, mais finalement, on n'est pas en train d'essayer de corriger le raisonnement de logiciel qui devient très très compliqué. Quand on essaie d'imiter le raisonnement d'un être humain, l'être humain, il a plein de choses. Il a toute l'historique, il sait lire, il connaît plein de mots, il a plein de références culturelles, il comprend la sémantique, il comprend ce qui se passe, donc le mot qui est probablement à ce moment-là, qui va apparaître à ce moment-là. Voilà, il y a plein de connaissances qui rentrent dans la lecture de façon automatique et très très rapide pour l'être humain. Oui, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler, mais vous avez évoqué plusieurs fois syntaxe, sémantique, intelligence, apprentissage, raisonnement. Ça tourne autour d'une question beaucoup plus vaste qui va se poser dans les années à venir par rapport à l'intelligence artificielle. Et je voudrais pas rentrer dans une discussion de ce que c'est, mais en effet, comme vous avez dit, nous, les êtres humains, on est doués d'une compréhension de la sémantique. Tandis que, pour l'instant, ce qu'on peut dire de ces logiciels, de ces algorithmes, c'est que c'est une analyse purement syntaxique, n'est-ce pas, purement formelle de règles qu'elles apprennent, et ensuite puissent produire un résultat qui nous semble réfléchi, ou en tout cas, comme s'il y a eu un raisonnement derrière, mais utiliser le terme raisonnement, c'est pas exactement précis, n'est-ce pas? Non, c'est pas très précis. Après, je crois que finalement, si on plongeait à l'intérieur du cerveau humain au niveau physique, ça peut-être aussi, si on arrivera à quelque chose qui ressemble à des formules mathématiques à un moment donné, mais on ne comprendra pas pour autant le raisonnement de l'être humain. Mais la sémantique, on n'a pas, je crois que oui, c'est un sujet vaste. Il suffit de dire que oui, on commence à faire
on commence par quand je dis on, c'est pas moi, c'est les grandes multinationales comme Google, Facebook, etc. Oui. Ils commencent à construire des modèles plus ou moins sémantiques des langues, pas du yiddish, des langues majoritaires dans le monde actuellement, de l'anglais, du français, du chinois, etc. Par contre, ces modèles-là se basent uniquement, c'est pas tellement la sémantique, c'est juste qu'il se rend compte qu'un mot comme pomme se trouve après un mot manger, et un mot comme poire aussi se trouve après le mot manger, et du coup, pomme et poire sont rapprochés. De la même façon, ils trouvent que les poires et les pommes sont vendus chez un primeur, et ils comprennent qu'ils sont rapprochés. Donc, c'est juste un rapprochement par le contexte. Statistique, voilà, purement statistique par le contexte. Mais revenons peut-être à ce qu'on fait actuellement dans l'OCR, parce qu'on essaie d'avancer avec je n'ai pas, alors pour dire, c'est peut-être évident, mais je gagnais pas ma vie en faisant de l'OCR pour le Yiddish, malheureusement. Parce que vous avez déjà parlé du code libre aussi, et comme l'accès au Yiddish Book Center a toujours été gratuit et l'est toujours, c'était aussi une condition, n'est-ce pas, ou en tout cas l'un des termes de votre collaboration avec le Yiddish Book Center, n'est-ce pas? Tout à fait, on était tout à fait d'accord tous les deux que tout ce que je faisais, ça allait devenir logiciel libre et qu'on voulait tout partager avec le monde. C'est leur façon de travailler qui me plaît beaucoup. C'est de ne pas d'essayer de créer des ressources où il faut payer pour les avoir, c'est vraiment rendre les choses disponibles. Et du coup, moi, j'ai gagné ma vie surtout en travaillant aussi sur le traitement automatique des langues, mais pour d'autres choses. Je travaille avec une entreprise à Toulouse qui travaille beaucoup avec l'aviation civile, avec les rapports qui sont écrits par des pilotes. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, donc analyser ces rapports, les classifier, etc. C'est plutôt mon gagne-pain. Mais j'essaie de garder toujours un petit peu de temps pour d'autres projets qui me passionnent. Surtout pour le Yiddish. Et donc, j'arrive à mettre, comme je travaille en indépendant, j'ai mon entreprise à moi, je divise mon temps de façon à garder toujours du temps pour ça. Et du coup, on a monté un projet de nouveau avec le Yiddish Book Center pour comme je dis, on va essayer, donc on va utiliser les réseaux neuronaux et on est en train de créer un autre corpus à noter, mais cette fois-ci, on est en train de l'annoter aussi la segmentation. Donc tout va se faire par apprentissage automatique, par intelligence artificielle. À la fois la segmentation, qui ne sera plus ad hoc, ce sera vraiment par l'intelligence artificielle, et ensuite la reconnaissance de lettres. Je crois qu'une fois qu'on a une bonne segmentation, la reconnaissance de lettres va marcher beaucoup mieux. Et on va essayer aussi de faire un truc qui peut, par exemple, reconnaître différentes langues, voir que là, il y a un mot qui est au moins différents alphabets, des mots en alphabet latin, en alphabet russe, qu'on trouve souvent dans la littérature, aussi peut-être séparer deux étapes, une étape pour les lettres, un autre pour le nikoud, c'est-à-dire les petits points, parce que surtout en littérature plus ancienne, c'était pas il y a souvent comme un mélange de ce qu'on fait en hébreu et ce qu'on fait en yiddish, c'est-à-dire on écrira même si on écrit un yud, on mettra quand même un chirik sous les lettres. Donc, il y a à la fois les nikoud et les voyelles yiddish. Donc ça, Joker, pour l'instant, il analyse très mal. On va essayer de mieux l'analyser. Et donc, et en même temps, peut-être aussi reconnaître les polices, avoir vraiment un travail, différents modèles pour différentes polices. Donc tout ça pour améliorer déjà l'analyse actuelle, mais c'est surtout la segmentation. Mais améliorer l'analyse actuelle du corpus actuel, et peut-être après jouer même avec d'autres techniques qui apprennent mieux du contexte. C'est assez évident que voilà, parfois il se trompe, au lieu de mettre der, il met red, mais en contexte, c'est évident que ça doit être der. Donc, des choses comme ça, par le contexte, peut-être rajouter de l'intelligence pour les corrections. Les corrections des mauvaises analyses. Donc tout ça pour les corpus actuels. Après, évidemment, il y a d'autres corpus, on pourra s'attaquer à d'autres corpus. Des corpus manuscrits?
Manuscrit, pas pour l'instant. Je crois que ça, c'est beaucoup plus loin. C'est une question très, très intéressante, évidemment, mais je crois qu'avant de s'attaquer au corpus manuscrit, on va commencer par les journaux. Il y a énormément de journaux déjà scannés et qui sont très, très mal ossérisés quand c'est le cas. Et il faudrait essayer d'améliorer déjà les analyses pour les journaux. Ce sera une très, très grande étape. Et pourquoi pas les manuscrits dans l'avenir un peu plus lointain, ou bien quand j'aurai trouvé une façon de financer tout cela pour que je travaille à plein temps dessus, mais pourquoi pas. Incroyable. Alors, on a de quoi s'attendre. Est-ce que vous avez par ailleurs une date plus ou moins de quand va apparaître le nouveau logiciel? Alors, la nouvelle version, j'espère vraiment que, pour moi, c'est évident qu'il faut les finir avant la fin de 2021, mais quand avant la fin, c'est difficile à dire. Tout dépend de combien de temps j'arrive à mettre de côté pour le faire. On a déjà un corpus, ils m'ont aidé à noter un corpus qui, je crois, qui commence à être assez grand pour apprendre. Maintenant, c'est le temps de maîtriser les techniques des réseaux neuronaux. J'ai réussi une première fois d'avoir des résultats assez jolis, mais avec le corpus plus gros, pour l'instant, je n'ai pas encore des jolis résultats au niveau de la segmentation. C'est la première étape. Et donc, j'espère au premier trimestre de 2021 déjà de voir un joli réseau neuronal qui fait la segmentation à ma, disons, au moins un premier essai qui fonctionne assez bien pour le livre. Et après, une fois qu'on a fini avec la segmentation, on s'attaque à la reconnaissance des lettres, ensuite à rajouter la correction par rapport au contexte. Il y a plein d'autres questions. Mais je crois que fin 2021, peut-être même avant, on mettra une version améliorée sur le moteur de recherche. Ça, c'est à voir. On n'a pas encore défini de date précise parce que beaucoup de temps dépend du temps que j'arrive à dégager pour le faire. Excellent. Donc, on commence cette année et cette décennie avec cet entretien et j'espère qu'à la prochaine occasion de parler avec vous, on aura déjà, sinon, le résultat complet. Et on aura fait un pas vers ce futur super que vous promettez, que vous avez mis sous nos mains littéralement pour tous ceux qui aiment le Yiddish. Je vous remercie donc Asaf Urieli pour avoir parlé avec nous ce soir et pour votre travail. Merci Shachar. Merci aussi à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année et à la prochaine. Au revoir. Unter der Gruppe, das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's del duet. Kille a Freilach. Kille, nu, jecher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu, lo mir gehen a Tanzel, wie lang es lustig noch. Ai, 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 geht, das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, das so geht. Mädel nemmen a Bocher en tanz mit ihm. Nu, lo mir alle tanzen, it's del du Hopkille. Ja, Freilach Hopkille. Jecher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Bobkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie a Tag.